Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ici sur le stand de l'éducation nationale et de la jeunesse au Salon européen de l'éducation pour un temps d'échange, une table ronde dédiée aux enjeux de la formation. Nous allons évoquer le sujet avec les deux intervenants qui sont ici sur le plateau que je présente sans plus tarder. Frédéric Alexandre Bailly, bonjour madame, vous êtes directrice générale de l'ONICEP. Et Laurent Sauvet, vous êtes quant à vous maître de conférence en psychologie à l'université Paris-Cité. Alors on a une quarantaine de minutes pour passer en revue les nombreux enjeux de formation, d'orientation et de formation, mais d'orientation, effectivement, merci de préciser cela. En quoi l'orientation participe-t-elle à la réalisation de soi et l'épanouissement tout au long de la vie? Vaste programme, et je vous propose, sans plus tarder, madame, qu'on saute dans le bain, dans le grand bain, dans le vif du sujet avec vous. Quelle est la finalité de l'orientation? Comment est-ce que vous appréhendez cet enjeu global à l'UNICEP? Alors, bonjour d'abord. Merci pour cette table ronde qui est bien placée dans le Salon de l'éducation, puisqu'on est juste placé à côté du Salon de l'orientation qui est à l'intérieur du Salon européen de l'éducation. Et cette question de l'orientation, elle est effectivement fondamentale dans les questions d'éducation. Parce que se former, c'est quelque chose de formidable, mais se former sans savoir ce qu'on va faire après, ça peut être un peu inquiétant, voire angoissant pour les jeunes. Et la question de l'orientation peut être absolument décisive pour se motiver, pour réfléchir à ce qu'on a envie d'apprendre et pour réfléchir à qui on a envie de devenir aussi. Et donc, il me semble absolument primordial d'intégrer dès le plus jeune âge la réflexion sur l'orientation à l'ensemble de la politique éducative. Alors ça a l'air d'être un peu bizarre parce que quand on parle d'intégrer dès le plus jeune âge, on a l'impression qu'on va demander aux enfants de choisir leur métier. Et en fait, c'est pas du tout ça. Apprendre à s'orienter, ça commence par apprendre à savoir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous intéresse, ce qui vous déplaît et pourquoi. Et ça, apprendre à repérer ces éléments-là dans l'ensemble des activités que vous avez, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école. Donc je dirais que le premier élément de l'orientation qu'on retrouve dans le parcours à venir, c'est se connaître soi-même, connaître ses intérêts, connaître ses plaisirs et ses déplaisirs pour aller rechercher des activités qui vont vous permettre d'être plus heureux tout simplement. Et évidemment, il faut rapprocher ça d'autres éléments. Il faut rapprocher ça d'une bonne conscience de vos connaissances, mais aussi de vos compétences. Savoir à peu près où on en est, savoir où est-ce qu'il faut travailler pour s'améliorer. Et pas seulement en maths ou en français, mais aussi sur l'ensemble de ses compétences. Les compétences qui vont compter pour pouvoir continuer à avancer dans la vie. Et notamment les compétences que les enfants et les jeunes, les adolescents développent sans parfois s'en rendre compte dans l'ensemble de leurs activités sociales, on va dire, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école. Donc, par exemple, dans les activités qui vont avoir un rapport avec la création, dans les activités qui ont un rapport avec le sport et dans leurs activités d'engagement, que ce soit un engagement associatif ou que ce soit plus simplement dans la famille, le fait, par exemple, d'être capable de s'occuper de son petit frère ou de sa petite sœur, de lui donner un coup de main pour faire ses devoirs. Ça développe des compétences dont les jeunes ne sont pas toujours conscients. Et donc, entre le fait de se connaître et le fait de bien savoir quelles sont ses compétences et de savoir en parler, on va ensuite pouvoir se dire, voilà, quelles sont les attentes des formations que je vais rencontrer et des univers de métiers qui pourraient m'intéresser. Et donc on va pouvoir comparer les connaissances, les compétences d'un côté, les goûts qu'on a, les envies qu'on a, avec les attentes des différents univers qu'on va viser. Donc ça fait un petit aller-retour entre trois univers qui ne serait pas complet si on n'en rajoutait pas un quatrième. Et le quatrième, c'est l'univers des valeurs. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui compte pour moi. Vous savez, on a beaucoup entendu ce qui s'est passé au moment de la remise de diplôme à AgroSup cet été. On a des jeunes qui ont dit, voilà, nous, nos valeurs, c'est de ne pas contribuer à une certaine forme de destruction de la planète. Et donc la formation qu'on a, on va la mettre au service de nos valeurs pour le développement durable, pour lutter contre
les difficultés dont on est de plus en plus conscient. Et donc, quand je me projette vers l'avenir, j'ai besoin de me projeter dans un monde dans lequel je sais que je pourrais vivre mes valeurs et pas rentrer dans le monde du travail en sacrifiant ces valeurs. Donc voilà un peu les 4 éléments sur lesquels on peut travailler très tôt, apprendre à reconnaître ce qui compte, apprendre à reconnaître ce qui nous fait plaisir. Et tout ça, c'est ce qu'on a appelé le savoir devenir soi, et qu'on va appuyer sur un concept japonais qui s'appelle l'ikigai, on va le citer même si c'est un mot japonais, qui d'habitude se traduit par raison d'être, nous on l'a traduit par savoir devenir soi, et qui sont vraiment 4 champs extrêmement importants, et qui, quand ils sont expliqués comme ça, me semblent pas si complexes à intégrer à l'éducation, et pas aussi inquiétant que le fameux moment du palier d'orientation où on a l'impression qu'il y a des enjeux immenses quand on appuie sur un bouton pour choisir une formation. Savoir devenir soi, c'est effectivement un enjeu très profond. Je me tourne vers vous, Laurent Sauvé. Vous êtes donc chercheur sur tous ces enjeux d'orientation et d'un point de vue historique, si on prend un peu de recul sur ce qui nous réunit ce matin, ces enjeux d'orientation ne datent pas d'hier. Hein. Il y a des grandes évolutions que l'on peut observer en matière d'orientation. Peut-être un mot sur l'historique de cette science de l'orientation. Oui, donc tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir convié à cette table ronde. Alors, pour resituer très brièvement cette historique de l'orientation, donc tout d'abord, ce qui est très important, c'est de situer l'orientation dans un contexte historique, de se dire que les pratiques telles qu'elles sont envisagées doivent toujours se regarder au regard de ce qu'il en est aujourd'hui dans la société. Donc si on retourne un petit peu en arrière, si on retourne au début du XXe siècle, on est dans un contexte de forte industrialisation, de massification également de l'éducation, ce qui fait que soudainement, toute une génération de jeunes se retrouve à aller à l'école avec donc une obligation scolaire qui va être de plus en plus reculée pour atteindre aujourd'hui une scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans et une obligation de formation jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais tout ça, voilà, ça va se construire durant le XXe siècle. Et donc dans ce contexte, au début du XXe siècle, on voit émerger d'un côté ces enjeux forts d'informer les jeunes. Donc on retrouve ces premières pratiques d'information qui passent très souvent par des professionnels qui se rendent dans les établissements, des représentants de la Chambre du commerce et de l'industrie qui viennent aussi parler de ces métiers. Dans le même temps, en parallèle, on retrouve aussi l'utilisation de plus en plus marquée de tests psychométriques qui vont être utilisés pour aussi accompagner l'orientation. Donc dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale, on voit apparaître progressivement ce courant qu'on va appeler le courant éducatif, où finalement on se dit que orienter, pour aller au-delà de l'orientation, il faut aussi penser à comment on peut accompagner la personne à s'orienter. Donc quand on commence à formuler ça sous l'angle d'accompagner la personne à s'orienter, ça nécessite effectivement de mettre en avant la question d'apprendre à s'orienter et donc de mettre en place des pratiques d'éducation à l'orientation. Donc on voit émerger des premières pratiques dans les années 50, puis de manière plus marquée dans les années 70 et progressivement au cours des années 90 une formalisation de ces pratiques d'éducation à l'orientation, notamment à travers une circulaire de 1996. Donc à partir de là, on voit de plus en plus dans les politiques d'éducation à l'orientation au sein de l'éducation nationale une formalisation de ces pratiques, et aujourd'hui le parcours à venir s'inscrit dans cet historique où de plus en plus on formalise ces pratiques d'éducation à l'orientation. Est-ce que cette formulaire stipule, je dis peut-être une bêtise, Monsieur Sauvé, mais le droit à l'orientation ? Alors le droit à l'orientation, on va le retrouver dans différents textes. Par exemple, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, l'orientation apparaît comme un droit fondamental. Et en France, suite à la directive de l'Union européenne de 2008, qui parle donc d'orientation et de formation tout au long de la vie, on retrouve une traduction de ce texte dans le contexte français avec la loi 2009 sur la formation et l'orientation tout au long de la vie, qui rappelle ces enjeux de droit à l'orientation. Et ce droit à l'orientation, il est pour toute personne en France, quel que soit son âge, sa région, ses caractéristiques, etc. Bien souvent, quand on parle de droit en miroir, il y a la question du devoir. Et je crois que ça fait partie des rôles que vous incarnez aussi. Madame Alexandre Bailly, dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire
que l'orientation se prépare? Alors, vous en avez déjà donné quelques clés de lecture en introduction, en parlant de ce que l'on aime, ce qui me plaît, mais comment est-ce qu'on peut approfondir ce sujet de préparation à l'orientation pour les jeunes et peut-être aussi pour les parents qui accompagnent ces jeunes? Alors, vous avez entendu Laurent Sauvé passer subrepticement dans son discours de orienter à s'orienter avec un verbe pronominal. Et tout l'historique qu'il a retracé répond en quelque sorte à cette question. On est passé vraiment à la mise en œuvre du fait de rendre les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, puis en fait tout le monde, capables de s'orienter eux-mêmes, plutôt que d'être orientés par la société. Vous savez, environnement. Si on était revenu au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on faisait comme ses parents. On ne se posait pas de questions. Très rarement, en tout cas. Quand on était dans une famille noble, l'aîné héritait du titre, le second rentrait dans les ordres, et puis le troisième allait chez les mousquetaires. Si vous vous rappelez quelques bonnes lectures. Et donc aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est s'orienter. Or, quand vous allez voir aujourd'hui dans le salon des familles venir poser des questions, enquêter, comprendre comment ça fonctionne, ils sont dans ce travail d'orientation. Et on est très très heureux de les voir et de répondre à leurs questions, parce que ça participe de la préparation nécessaire pour ne pas avoir l'impression que l'orientation, c'est juste un moment où on doit faire un choix, appuyer sur le bouton de l'ordinateur pour dire c'est ça que je veux. Et donc, ça se prépare. Alors, la première préparation, c'est évidemment d'avoir accès à une information qui soit fiable, qui soit complète et qui soit expliquée. Et c'est évidemment le premier rôle de l'ONICEP que de donner ces informations-là. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi sentir qu'on a le droit de faire des choix qui ne sont pas forcément exactement ceux que nos professeurs nous proposent, qui ne sont pas exactement ceux que nos parents nous proposent et qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux que nos copains font. Et ça, c'est dans le vocabulaire de savoir devenir soi, c'est vraiment la partie du savoir devenir. Le savoir devenir, c'est aujourd'hui la 4e composante d'une compétence. Quand vous êtes compétent, vous avez du savoir que vous allez articuler avec des savoir-faire, avec des savoir-être. Et on rajoute maintenant, depuis pas mal de temps, le savoir devenir. Le savoir devenir, ça s'apprend. C'est un savoir. Ça s'apprend et c'est pour ça qu'avec l'équipe de recherche de Laurent Sauvé à l'Université de Paris-Cité, on a travaillé sur des référentiels de compétences à s'orienter pour permettre aux jeunes de comprendre ce qu'il y a à apprendre et pour pouvoir articuler ça avec des séances de formation ou d'auto-formation qui permettent de progresser dans les choses à apprendre. On ne peut pas choisir sans avoir appris à choisir. Sinon, on est submergé par l'immensité des choix. Ou alors par le peu de choses qu'on a été voir parce qu'on n'a pas appris à aller chercher dans les informations. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit s'apprendre et qui doit s'apprendre progressivement, tranquillement, je dirais, de façon à démystifier l'ampleur de ces choix, parce que c'est un peu écrasant d'avoir à choisir. Peut-être que c'était plus facile quand on faisait comme ses parents, après tout. Donc, c'est du travail. Et comme toute tâche complexe, ça s'apprend. Et ça se décortique et on peut progresser et on peut faire des choix progressivement et regarder ce que ça donne. Et je dirais qu'il y a une chose qui est absolument essentielle, c'est se rendre compte que, également en orientation, on a ce qu'on appelle le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière, on peut prendre des chemins de traverse. Il n'y a pas de choix parfait. On est dans la vie, on est dans l'humain. Donc, même s'il y a quelque chose à apprendre, ce n'est pas non plus des équations. Et c'est aussi ça qu'on apprend, c'est l'incertitude. C'est profiter de ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire les beaux hasards de la vie qui vont faire qu'on va rencontrer quelqu'un, qu'on va avoir envie de faire comme lui, et puis au bout d'un moment, on va se rendre compte que non, finalement, ça nous permet de bifurquer vers autre chose. Apprendre à choisir, un concept extrêmement intéressant et profond. Laurent Sauvé, je me tourne vers vous, en tant qu'expert des sujets de la psychologie. Frédéric Alexandre Bailly a dit en intro qu'il est important de savoir identifier ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. Pourquoi est-ce que c'est important véritablement de conscientiser, de prendre conscience, de comprendre ce qui nous plaît moins, ce qui nous fait plus ou moins plaisir pour s'orienter efficacement? En quoi c'est important de prendre conscience pleinement de soi finalement?
Finalement, dans la continuité de ce qui a déjà été évoqué, lorsqu'on parle d'apprendre à s'orienter, ça va faire référence à plein de choses, dont notamment cette question d'apprendre à se connaître. Alors apprendre à se connaître, c'est une question très, très, très complexe, parce que de prime abord, on peut se dire que ça a l'air assez simple, apprendre à se connaître. Mais finalement, apprendre à se connaître, c'est pas seulement se connaître ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, c'est aussi apprendre à connaître ce que l'on sait faire, ce que l'on pourrait faire. Les efforts que l'on serait prêt à fournir. C'est aussi comprendre comment on fonctionne, parce qu'on est face à différents choix qu'on va être amené à faire, et comment on réagit face à ces choix. Quelles sont les stratégies que l'on mobilise. Et être capable de comprendre son fonctionnement aussi, ça nous permet aussi peut-être de mettre en place des démarches qui seraient plus adaptées dans cette vision d'une orientation qui se construirait tout au long de sa vie. Donc, apprendre à se connaître, c'est d'autant plus intéressant que simplement se connaître, parce que finalement, tout au long de sa vie, on est amené à évoluer, à développer des réflexions nouvelles qui peuvent être liées à des choix de vie. Par exemple, la transition entre les études et le travail peut parfois amener des réflexions nouvelles sur comment on peut envisager le travail. Quand on construit une famille aussi, on peut s'interroger sur quelle place je veux donner au travail dans ma vie, avec peut-être ces priorités de vie à revisiter. Et finalement, quand on revisite ces priorités de vie, on est aussi sur cette idée de se connaître, et donc de se connaître à travers ces évolutions. Donc la grande difficulté finalement dans apprendre à se connaître, c'est considérer que finalement on ne se connaît peut-être jamais assez, et peut-être aussi que ce que l'on est aujourd'hui peut évoluer demain, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après. Par exemple, la crise sanitaire amène aujourd'hui de nouvelles questions chez les jeunes, et ces nouvelles questions, elles sont à la fois liées à cet environnement, à cette crise sanitaire qui leur est venue à eux, mais ça a aussi fait germer des réflexions nouvelles chez eux, des axes nouveaux à explorer qui les interrogent, peut-être de nouvelles valeurs qui s'affirment, et finalement comment on les prend en compte, comment on les prend en compte pour construire son parcours aujourd'hui. Quand on préparait cette émission, vous avez également appuyé le fait que c'était important d'avoir une démarche progressive, d'y aller petit à petit. Pourquoi est-ce que c'est important de tester, d'y aller petit à petit dans la découverte progressive de soi, finalement, si je comprends bien? Alors, quand on parle d'apprendre à se connaître, de fait, c'est assez énorme comme travail qu'il y aurait à faire pour pouvoir accompagner un élève à apprendre à s'orienter. Et dès lors aussi qu'on parle de formation, par exemple, donc si on regarde le nombre de vœux qu'il y a sur Parcoursup, on a plus de 12 000 vœux derrière. Donc, de fait, on peut être heurté par la complexité de l'information, la complexité des métiers, leur nombre, leur diversité, les évolutions. Et donc, si on n'apprend pas à travers une méthode, on peut très vite être perdu. C'est comment, finalement, on apprend à raisonner face à toutes ces informations. On pourrait avoir l'impression de se dire, voilà, il faut que les jeunes connaissent les formations. Mais quand on en a 12 000, quand on est face à un jeune, qu'est-ce qu'on lui dit? Comment est-ce qu'on aborde l'exercice? Et on voit que c'est plus intéressant de capitaliser sur la démarche, de savoir s'informer sur les formations, davantage que de connaître toutes les formations. Parce qu'à tout moment, on peut être intéressé par explorer d'autres formations, et devoir réinitialiser finalement toute cette méthodologie de recherche sur la formation. Et pour les métiers, c'est la même chose. Ces métiers évoluent. Un métier tel qu'on l'imaginait à une certaine époque peut très bien être différent aujourd'hui. Par exemple, dans la mécanique automobile, on voit de plus en plus l'usage de nouvelles technologies pour venir appuyer le travail qui est mené, alors que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément imaginé il y a 20 ans. Donc tout ça, c'est des éléments importants, parce qu'on est dans un monde changeant. On est dans un monde aussi qui nous amène régulièrement à revisiter ce que l'on connaît. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de capitaliser sur ces démarches. Et aussi, dans finalement apprendre à se connaître, c'est aussi pouvoir savoir ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, ce qu'il faudrait continuer à explorer. Et voilà. Et il y aurait certainement d'autres choses encore à dire autour d'apprendre à se connaître. Je laisse la parole à ma collègue. Si je peux rebondir, je ne résiste pas à apporter un petit peu de philosophie dans tout ça. Vous savez que la devise de Socrate, c'était « connais-toi toi-même ». Et Gnotis et Auton qui étaient au fronton du temple de Delphes. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant dans l'idée de se dire que la philosophie, c'est une quête
non pas de la sagesse, mais de la connaissance de soi. Mais on pourrait penser qu'on est sur quelque chose de très individualiste. Alors c'est pas vraiment le cas. La question de la connaissance de soi, c'est pour soi bien sûr, mais c'est aussi d'être capable du coup de connaître les autres, donc c'est aussi pour les autres, et c'est aussi d'être capable ensemble de changer le monde, et c'est ça que demandent les jeunes aujourd'hui, donc c'est aussi pour la planète. C'est pour ça qu'on a dit que savoir devenir soi, on le sous-titre de pour soi, pour les autres, ensemble pour la planète. Et c'est extrêmement important de se dire que se connaître, ça va être utile pour faire un premier choix, pour faire un deuxième choix, pour faire un troisième choix, mais aussi pour vivre, tout simplement. Alors c'est jamais terminé, mais ça permet de trouver effectivement une façon, à chaque étape de sa vie, d'être à peu près bien là où on est, d'être content et de pouvoir anticiper quand on se rend compte que ça ne correspond plus à ce qu'on a envie de faire et de pouvoir bouger. Donc c'est quelque chose qui est essentiel, qui est à la fois dans la continuité de la tradition occidentale et en même temps dans une espèce d'adaptation au fait que le monde change beaucoup plus vite qu'avant, et que soi-même, on est soumis aussi à des changements, mais il y a quand même des choses qui sont permanentes et des choses qui nous plaisent plus que d'autres. Alors, parmi les... si peut-être je peux compléter aussi, bien sûr, si vous allez-y, me permettez, quand on parlait d'apprendre à s'orienter, il ne faudrait pas aussi simplement le limiter à apprendre à se connaître, parce que finalement, dans apprendre à s'orienter, c'est aussi apprendre à analyser, décortiquer son environnement, c'est savoir aussi mener des démarches, par exemple comprendre comment fonctionne Parcoursup, quelle stratégie on peut mettre en place face à Parcoursup. C'est aussi savoir contacter des professionnels, c'est savoir peut-être engager des démarches pour s'informer. Donc on mobilise énormément de registres lorsque l'on s'oriente et lorsque l'on s'engage dans cette vision d'apprendre à s'orienter. Et finalement, un élève tout au long de son parcours scolaire, mais également tout adulte, finalement doit engager beaucoup de choses, doit mettre en œuvre beaucoup de démarches, de postures pour aussi construire son orientation. Ce qui est un peu la raison d'être du Salon européen de l'éducation. On encourage évidemment tous les étudiants, toutes les étudiantes, tous les jeunes à venir s'orienter, à venir comprendre, rencontrer, se confronter à des situations qu'ils connaissent, qu'ils pensent connaître ou qu'ils ne connaissent pas, ou en tout cas des modèles d'accompagnement. Peut-être faire un point avec vous, Madame Alexandre Bailly, sur la notion d'évaluation des compétences dans la démarche d'orientation. En quoi est-ce qu'elle est très importante? Alors on rentre sur quelque chose qui est peut-être un peu moins philosophique et peut-être plus mécanique, cette capacité d'évaluer les compétences. Comment ça se fait et pourquoi est-ce que, selon vous, c'est important? Alors, peut-être juste pour préciser pourquoi on parle d'évaluation des compétences ou pourquoi on le fait ou pas. En fait, on est en train de travailler sur des référentiels de compétences, donc les compétences à s'orienter. On a un référentiel des compétences à s'orienter au lycée. Laurent est en train de travailler sur le référentiel au collège. Il a déjà fait le référentiel pour l'enseignement supérieur. Et qui dit référentiel de compétences dit une description de niveau de maîtrise. Si vous lisez la compétence qui est ma préférée dans le référentiel lycée, qui est s'autoriser à rêver. C'est sympa comme ça. Ah, c'est sympa. Mais comment je fais pour savoir si je m'autorise vraiment à rêver? Donc on va compléter les référentiels par ce qu'on appelle des observables. C'est-à-dire que par niveau, c'est-à-dire qu'il y a le premier niveau, c'est non, moi je m'autorise jamais à rêver. C'est vraiment là-dessus, vraiment je suis très très loin, je suis dans une maîtrise totale et il faut absolument que je contrôle tout, etc. Le meilleur niveau, c'est je suis capable d'apprendre aux autres à s'autoriser à rêver. Puis entre les deux, il y a quelques niveaux intermédiaires. Je ne vais pas rentrer dans la technique de savoir combien de niveaux on met. Mais pour que tout le monde puisse comprendre assez facilement ce que ça veut dire que d'être sur un niveau de moyenne maîtrise, de bonne maîtrise ou d'excellence, il faut être capable de décrire à quoi ça correspond et de donner des exemples. Donc ça, c'est des observables, c'est-à-dire à quoi je vais voir dans les comportements du quotidien que je sais faire ça. Et le premier travail à faire pour être capable d'évaluer un niveau de maîtrise de compétences, pour pouvoir savoir s'il faut progresser ou pas, c'est d'avoir une bonne description des observables qui soit compréhensible par tout le monde, de façon à ce que très naturellement, un jeune puisse s'auto-positionner sur les compétences à maîtriser pour pouvoir progresser. Alors après, la question qui se pose, c'est est-ce que les adultes
divers. Est-ce que les enseignants, est-ce que les accompagnateurs de l'évaluation doivent, eux, évaluer? Alors, là-dessus, on est très prudent. Parce qu'on est sur de l'humain et on n'est pas en train de mettre des notes sur les compétences qui sont des compétences de savoir-être. Oui, de vie, j'allais dire. De vie. Je fais attention aux mots parce qu'il y a plein de référentiels différents qui renvoient à des disciplines différentes, etc. Nous on est vraiment sur les compétences à s'orienter et les compétences du 21e siècle qui comprennent vraiment la créativité, l'esprit critique, la coopération, la communication, des compétences très transversales pour lesquelles on peut expliquer que être capable d'être créatif à tel âge, ça correspond à telle chose. Donc on va avoir des observats qui ne vont pas être les mêmes pour chaque âge. Et donc sur la question de l'évaluation, on est extrêmement prudent des effets que ça pourrait avoir. Et donc on est en train de réfléchir, dans le cadre de la construction du programme à venir, qui est le grand programme d'éducation à l'orientation, qui va permettre de donner un élan peut-être supplémentaire au parcours à venir, on est en train de réfléchir à quels seraient les systèmes qui permettraient aux différents témoins de comportements qui sont des indications du fait qu'on est plutôt compétent sur telle dimension. Comment est-ce que ces adultes peuvent intervenir sans que ce soit une évaluation? Parce qu'on ne veut pas capitaliser sur des notes. On veut simplement aider les jeunes à être réflexifs, à se rendre compte de ce qu'il faut travailler pour pouvoir se mettre en position de faire les meilleurs choix possibles pour eux, à un moment donné, dans une situation donnée. Donc c'est une question extrêmement complexe, la question de l'évaluation des compétences. Derrière la question de l'évaluation, j'ai bien conscience que tous les sujets qu'on aborde sont très complexes, donc je ne voudrais pas faire d'impair, mais de ma fenêtre d'observation, j'entends que derrière la volonté de créer des... je vais trouver mes mots, d'évaluer, excusez-moi. Derrière la notion d'évaluation, peut se poser la question de l'homogénéité des profils pour suivre des parcours avec des personnes qui soient alors, du même niveau ou en tout cas dans la même dynamique peut-être. Un mot sur cette question de l'homogénéité dans le cadre des parcours. Alors, si je comprends bien votre question, mais vous me dites, la question c'est est-ce qu'on peut demander à différents types d'intervenants qui peuvent être les profs principaux, les profs des autres disciplines, les conseillers principaux d'éducation, les professeurs documentalistes, les chefs d'établissement, et puis des acteurs à l'extérieur de l'école, par exemple des éducateurs sportifs, des professeurs de musique, des animateurs dans des associations. Est-ce qu'on peut leur demander d'évaluer de la même façon, d'avoir un regard de la même façon sur les compétences des jeunes? Alors la réponse est oui et non, si c'est ça votre question. C'était ça. Alors la réponse est oui et non. Non, parce qu'on regarde tous d'un point de vue différent et on voit des activités différentes. Et on n'a pas la même formation, et on n'a pas le même vocabulaire, et on n'a pas le même intérêt pour cette question-là. Donc c'est complètement utopique de penser qu'on peut avoir quelque chose de normalisé sur cette question-là. C'est pour ça qu'on est aussi très prudent. Mais après, il y a une autre réponse qui est oui. Et le oui, c'est dans la clarté des mots qui sont choisis pour décrire qu'est-ce que ça veut dire d'être à tel niveau. De façon à ce que ça devienne évident pour l'adulte qui regarde un jeune en train de faire quelque chose, que oui, là, vraiment, il témoigne d'une compétence évidente. Je vous donne un exemple. Si on est capable, dans nos descriptifs, et puis, donc, d'une part, d'avoir le bon mot, le bon vocabulaire, les bonnes descriptions, mais aussi derrière, évidemment, d'avoir la bonne formation et la bonne information de l'ensemble des adultes qui travaillent avec des jeunes, on aura déjà fait beaucoup. Mais vous imaginez par exemple le professeur au conservatoire qui va être capable de dire aux jeunes, même sans évaluer formellement, de dire aux jeunes, est-ce que tu te rends compte que cette année, tu as réussi à mener de front la préparation de ton diplôme national de brevet avec le passage de cycle du conservatoire? Peut-être que ça témoigne que tu es vraiment capable de t'organiser. Peut-être que ça témoigne que tu es capable de faire des choix entre tes différentes activités, que tu es capable de travailler beaucoup. Donc ça, c'est important de le savoir sur toi, parce que les jeunes n'en sont pas forcément conscients. Voilà.
Alors, Après, si je peux me permettre, après, une autre façon aussi de comprendre peut-être la question que vous avez posée, c'est finalement, est-ce que tous les jeunes peuvent être mis au même niveau? c'est le regard, effectivement. Est-ce que finalement, tous les élèves auraient le même besoin? Est-ce qu'ils se retrouvent dans le même contexte? Et finalement, ça amène à s'interroger sur qu'est-ce qu'un bon choix d'orientation. Et en fait, un bon choix d'orientation, c'est très difficile à normaliser parce que sans connaître le jeune, sans connaître l'environnement dans lequel il se trouve, je ne pourrais pas vous dire si c'est un bon choix d'orientation ou pas. Et finalement, ça nous ramène à cette question très cruciale aussi de comment accompagner des élèves au regard des différences de profil. En fait. Un élève qui serait dans une grande ville, à proximité d'établissements d'enseignement supérieur, la question de sa transition du lycée vers l'enseignement supérieur, il ne la pensera pas peut-être de la même façon par rapport à des élèves très éloignés d'établissements d'enseignement supérieur, situés par exemple dans une zone rurale où la question même de l'utilisation des transports publics est très complexe pour accéder à un établissement d'enseignement supérieur. Et donc de ce fait, pour cet élève qui sera en zone rurale, cette transition, elle va peut-être aussi nécessiter de devoir s'éloigner de sa famille, de devoir se retrouver seul dans une résidence étudiante ou dans un appartement à proximité de l'établissement, à proximité de son établissement, et de devoir faire l'apprentissage peut-être un peu trop hâtif de ce que c'est que d'être autonome et de se rendre compte qu'il y a des défis nouveaux auxquels il n'était pas forcément préparé. Pour d'autres aussi, la question du réseau, puisque parfois certaines choses se font grâce au réseau. Pour certains élèves, il y aura la question simplement de gérer leur réseau, alors que d'autres auront à développer leur réseau. Ensuite, on ne peut pas aussi faire l'impasse sur le fait que certaines situations pourraient évoluer. Un élève, à un moment donné, pourrait bénéficier d'un soutien financier de ses parents qui lui permettent d'envisager ce qu'il veut faire, mais soudainement, il pourrait y avoir un changement, peut-être un licenciement d'un des deux parents qui amènerait à repenser le projet. Et donc, du coup, de se dire soudainement, ce besoin, cette nécessité de bénéficier d'un soutien financier doit être repensé. Donc, finalement, on est à la fois sur des élèves qui peuvent être différents, mais on est aussi peut-être sur des besoins qui soudainement pourraient émerger alors qu'ils n'apparaissaient pas auparavant. Donc l'enjeu d'apprendre à s'orienter, c'est aussi de les préparer à développer ces compétences dans différents registres, même si dans l'immédiat, ils pourraient ne pas en avoir besoin. Parce que finalement, à tout moment, un élève pourrait être confronté à la nécessité de s'engager dans une mobilité, sauf que ça lui paraissait peut-être pas évident au moment où il était au lycée, parce qu'il se dit, j'ai identifié un BTS à proximité, ça me convient très bien, mais imaginons qu'il s'aperçoit au bout d'un an que ce BTS ne lui convient pas et qu'il faut envisager peut-être une autre voie de formation qui serait cette fois-ci très très éloignée. Donc en fait, il faut, ce référentiel nous permet finalement de préparer les élèves en leur fournissant des bases communes, tout en essayant, et c'est là où la complexité est présente, tout en essayant de tenir compte du fait qu'on est sur des élèves différents qui peuvent avoir des besoins différents immédiatement, mais peut-être aussi des besoins différents sur le long terme. Extrêmement intéressant tous ces sujets, et j'aime bien la manière dont on a appréhendé l'enjeu de l'orientation ensemble autour de cette table, parce que avec une vision très haute, avec des concepts psychologiques très puissants. Et là, ce que je vous propose, c'est que pour clore cette table ronde, on atterrisse sur véritablement ce que propose l'ONICEP à travers le programme Avenir. Comment est-ce qu'il est structuré? Je crois que c'est 3 grandes briques du programme. Peut-être, madame, vous pourriez nous présenter, maintenant qu'on a bien compris les enjeux, comment la réponse est adressée par l'ONICEP à travers le programme Avenir? Alors, le programme Avenir, c'est effectivement 3 briques. Une première brique qui va être une plateforme d'accompagnement à l'orientation et d'éducation à l'orientation en même temps. C'est-à-dire que c'est sur la plateforme que l'élève trouvera les éléments d'information dont il a besoin, mais également des exercices et des dispositifs pédagogiques qui pourront être faits chez lui ou en classe pour pouvoir apprendre toutes ces compétences. Donc cette plateforme, elle sera ouverte pour les collégiens avec un compte que l'élève aura à partir de la 5e et qui lui permettra par exemple de travailler dès la 5e la découverte des métiers qui commencent à être expérimentés cette année au collège et de relier cette découverte des métiers aux dimensions de connaissance de soi et au développement de ses compétences à s'orienter. Donc ça, c'est le premier élément. Et cette plateforme, elle aura aussi une interface pour les enseignants qui pourront trouver là
des éléments pour suivre leurs élèves dans le cheminement vers l'apprentissage de l'orientation, mais aussi des éléments théoriques sur comment ça fonctionne l'orientation, et puis un lien humain vers notre service Mon Orientation en ligne pour pouvoir poser des questions directement. Et il y aura aussi une interface pour les chefs d'établissement pour pouvoir piloter le volet orientation du projet d'établissement. Ça, c'est la plateforme. Et la plateforme, elle intégrera deux autres outils. Un premier outil qui sont des portfolios d'apprentissage et de compétences, avec un portfolio pour l'enseignement secondaire qui sera portable vers deux autres portfolios, qui sont le portfolio pour l'enseignement supérieur, celui-là étant développé dans le cadre du programme Avenir, mais aussi les deux portfolios de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur seront portables vers le passeport de compétences du ministère du Travail qui est ouvert pour tout citoyen à partir de l'âge de 15 ans. Donc là, on a l'idée de la portabilité des données qui permet aux jeunes de conserver le travail qu'ils ont fait sur leur orientation et sur leurs compétences au fur et à mesure où ils vont se retrouver dans de nouvelles situations de formation et vis-à-vis d'employeurs. Et le troisième outil, ça sera une application ludique qui permettra de prendre conscience de ces compétences du 21e siècle, les fameuses 5C ou 6C dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la créativité, la coopération, l'esprit critique, la communication et la citoyenneté mondiale. Donc avec ces trois outils, on développe tout un environnement humain dans lequel on va préparer les choses avec des acteurs pour que ce soit fait en cohérence avec l'âge des élèves, mais aussi avec les pratiques qui sont possibles en classe. On formera beaucoup l'ensemble des équipes et on accompagnera cette mise en place du programme de telle sorte qu'on soit dans une situation dans laquelle, quel que soit l'endroit où se retrouve un jeune, qu'il soit sur un territoire rural ou dans un territoire urbain, qu'il se retrouve aussi dans un territoire d'outre-mer, il aura accès à une éducation progressive à l'orientation. Et au moment des différents choix qu'il devra faire, le jeune sera à égalité avec n'importe quel autre jeune. Il aura appris, il pourra le faire beaucoup plus sereinement et, on espère, beaucoup plus efficacement. Alors après, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que l'efficacité, mais en tout cas, il fera ses choix en connaissance de cause, en ayant eu un accompagnement un peu plus structuré, en gardant la mémoire de ce qu'il aura travaillé au fur et à mesure. Et il pourra, on espère, élargir les choix et faire des choix qui lui correspondent le plus au moment où il les fait. Merci infiniment à tous les deux de nous avoir partagé cette vision sur les grands enjeux de l'orientation et d'un point de vue très pratique, très concret, la proposition de valeur du programme Avenir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette table ronde. Merci. Merci.